En avant, d'abord. Et en fait, curieusement, je vais prendre le même abord que David. Je vais partir sur un point de vue évolutionniste. Parce que ça simplifie dramatiquement les choses, comme disent les Anglais. Et j'aime bien le point de vue de Richard Dawkins, qui dit qu'en fait, alors c'est extrêmement humiliant pour nous et c'est une blessure narcissique considérable. Il consiste à dire que nous, humains, nous ne sommes que des véhicules pour transmettre nos gènes et l'objectif de la vie, c'est de faire que les gènes se transmettent le mieux possible au sein de cette compétition qu'il y a entre nous. Mais en tout cas, nous, sujets pensants, nous ne sommes rien. Alors, après avoir dit ça, ben, ce qu'on constate, c'est que la vie, c'est de la compétition. Et je crois que même si on n'accepte pas les prérequis de Richard Dawkins, c'est quand même une évidence. La vie, c'est une compétition. La reproduction vivante, c'est une compétition. Le problème, c'est que, en fait, malgré cette compétition, nous avons besoin de vivre ensemble. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est que nous avons besoin de vivre. Alors, pourquoi nous avons besoin de vivre ensemble? Parce que si nous vivons juste en tout petit groupe avec un mâle et une femelle et qui se reproduisent entre eux, ben vous savez très bien que ça marche plus à la fin. Voilà. On a besoin de diversité génétique pour pouvoir s'adapter à l'environnement et devenir de plus en plus fort. Donc on doit être quand même un minimum de communauté. Et donc tout le problème, ça va être comment gérer ça. D'un côté, on se bouffe les uns et les autres pour dominer les femelles quand les mâles dominent les femelles, ou réciproquement. Et d'un autre côté, il faut qu'on soit un groupe suffisamment nombreux pour pouvoir avoir de la diversité génétique, pour pouvoir s'adapter. Alors comment on fait ça? Alors la première solution, c'est la dictature. C'est-à-dire, il y a un mâle qui est le plus fort, il domine tout le monde, et puis voilà. Et effectivement, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas si bien que ça, on le voit en ce moment. Alors après, il y a d'autres solutions qui sont plus soft, c'est l'épouillage. C'est-à-dire qu'on se fait des papouilles les uns et les autres, et on se dit qu'on s'aime bien, et comme ça, on est bien ensemble, même si on a envie de se bouffer, on se fait du bien, et comme ça, on est ensemble. Alors ça, c'est les singes qui se papouillent, nous, on ne se papouille pas, mais non, on parle. On parle, et vous savez qu'il y a des linguistes qui ont trouvé qu'en fait, le langage, ça ne sert pas à communiquer des informations, le langage, ça sert avant tout à se dire qu'on n'est pas des ennemis. Et ça a été fait à partir de la transcription de conversations qui sont faites au bistrot. Au bistrot, les gens, ils parlent, et ils parlent pour ne rien dire. Mais ils parlent juste pour se dire qu'ils ne sont pas des ennemis les uns avec les autres, et donc ils peuvent vivre ensemble. Alors, bien sûr, ça marche, mais le problème, c'est que ça marche jusqu'à une certaine taille de communauté, où on est tous capables de parler ensemble. Mais dès que la communauté, elle grandit, on ne peut plus parler tous les uns avec les autres. Et donc le problème, c'est jusqu'à quand ça va pouvoir grandir. Et l'autre problème, c'est qu'on a montré, les anthropologues ont montré que, en fait, si on a des communautés trop petites, inférieures à 30, 40, 50, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que par hasard, on peut avoir trop de mâles qui naissent. Si on a trop de mâles qui naissent, il n'y a pas assez de femelles. S'il n'y a pas assez de femelles, il n'y a plus assez de descendance. S'il n'y a plus de descendance, la communauté, elle meurt. Donc il y a deux solutions, où on va piquer les femelles des autres, et ça c'est le grand truc des chasseurs-cueilleurs, ils vont piquer les femelles des autres quand ils en ont plus assez, ou alors il faut trouver une autre solution. Il faut trouver une autre solution pour pouvoir vivre ensemble sur des tailles de communautés qui sont plus grandes. Et alors là, c'est là que je fais une hypothèse, c'est que la solution, c'est le récit mythologique. Le récit mythologique, c'est une façon de construire des communautés qui, malgré l'esprit de compétition, vont pouvoir être ensemble. Et en fait, alors vous me direz, c'est quoi un récit mythologique? Juste attendez une minute, mais c'est avant tout du symbolique. C'est avant tout du symbolique qui va être une force centripète. Le symbolique est une force centripète. Et d'ailleurs, regardez la tour de Babel, quand il n'y a plus de symbolique commun, ça explose. Il y a de la force centrifuge. Et donc, j'en arrive là à une définition centrale que je vous propose, c'est que tout élément de nature symbolique exerçant une force centripète au sein d'une société, c'est une identité. Donc je le redis, un élément de nature symbolique qui exerce une force centripète ou de cohésion au sein d'une société, c'est ça une identité. Et donc être noir,
c'est du symbolique qui fait cohésion. Eh bien, c'est une identité. Être noir, être juif, être une femme, être un trans, être tout ce que vous voulez, être un gascon. Eh bien, c'est une identité. Pourquoi? Parce que ça fait une force centripète et ça s'oppose à notre pulsion de domination, d'emprise qui consiste à perpétuer nos gènes. Alors, ok, mais et là, alors, et la communauté de tous ces éléments symboliques qui font force centripète, c'est ça qu'on appelle un récit mythologique. Le récit mythologique, c'est l'ensemble de tous les éléments de nature symbolique qui font cohésion d'une société. Alors regardons comment ça s'est passé au cours des temps, très rapidement. Comment ça s'est passé au début? Au début, il y a Dieu. Voilà, c'est le mot qui tue. Il y a Dieu, Dieu est le récit qui permet de mettre tout le monde d'accord. Et donc tout le monde a le même Dieu, et c'est ça qui fait qu'on est tous ensemble. Et d'ailleurs, si vous ne croyez pas en Dieu dans une société où il y a un Dieu, vous êtes un fou. Et on brûlait les athées. Et on faisait la guerre à ceux qui n'avaient pas la même religion. Et on continue d'ailleurs un petit peu. Et puis, bien sûr, Dieu a montré ses limites parce que il y a Aristote, la science, le discours rationnel, Dieu où il est, etc., etc. Et est arrivée la modernité. Et la modernité, on jette Dieu, et il reste quoi? Il reste la science avec une mythologie rationnelle, géométrique, où on en arrive à quoi? Au Big Bang, à l'atome, à la cellule, au cerveau, à l'homme, au sujet pensant, et tout est expliqué de façon géométrique, pure, etc. Et donc la vie est belle. Sauf que vous avez remarqué que ça n'emporte pas l'enthousiasme de tout le monde. Qu'en fait, et c'est là, à la fin du 19e siècle, on trouve Nietzsche, Marx, Freud, bien entendu, qui disent que la rationalité, c'est pas forcément si simple que ça, que l'homme n'est pas maître en sa propre demeure, qu'il y a des dominations, que l'universalité, ça n'existe pas, que, etc., etc., etc. Et donc on arrive à la postmodernité avec ce qu'on peut appeler une mythologie irrationnelle. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. C'est pas irrationnel péjoratif. C'est une mythologie irrationnelle au sens où il y a du relativisme, il y a de la singularité, etc., etc. On peut pas dire qu'il y a des lois partout, etc. Tout est compliqué, tout est singulier, et puis voilà, c'est la vie. Mais alors du coup, le discours mythologique irrationnel, comment il structure une société? Il structure la société avec la télé. C'est qu'à ce moment-là, il y a eu la télé, et la télé, au moins, il y avait la première chaîne de télévision. La première chaîne de télévision, c'est un récit mythologique. Tout le monde l'écoute le soir, tout le monde a le même signifiant, et le lendemain matin, tout le monde en parle, et ça fait société. Et puis, bien sûr, la première chaîne de télévision a fait des petits, et vous êtes au courant, il y en a davantage maintenant. Et on est dans un autre stade, alors on est dans ce que les sociologues appellent le stade hyper. Alors c'est l'hypermodernité, alors tout va vite, à 100 à l'heure, etc. Vous avez remarqué, on donne même du méthylphénidate aux enfants qui vont trop vite, etc. etc. Et il y a l'hyper-réalité au sens où tout est digital, le monde est digital, on ne sait plus vraiment ce qu'on est, où est l'imaginaire, le réel n'en parlons pas, c'est à vous de le savoir. Et on est dans un grand bazar complètement déconstruit, atomisé. Il y a une véritable diffraction du récit mythologique. On n'a plus de récit mythologique, il est complètement diffracté, et cette diffraction conduit à une explosion identitaire. Et on peut même dire qu'il n'y a plus que des débris identitaires. Et c'est que chacun de ces débris identitaires font une micro-communauté au sein du débris. Et du coup, comme ces débris identitaires, ils existent, alors tout le monde se les approprie et ils deviennent quelque chose de sacré. Et on les protège. Et il y a cette espèce de délire wokiste qui consiste à dire que, en fait, toutes les intersections d'identité sont ça qui constitue notre micro-communauté. Et voilà où on en est. Et c'est la vie. C'est la vie. C'est l'évolution de la vie. Et ce qui nous reste à faire, c'est à le regarder avec humour et à en discuter ensemble. Et je suis arrivé au bout de mes 10 minutes.
Merci.